Bienvenue encore une fois à l'émission Enrichissez votre futur. Aujourd'hui, on a une star de l'immobilier, non plus de l'hypothèque, un jeune de mon âge, 21 ans, qui fait de l'immobilier, a fait à peu près 4-5 ans à peu près. Puis maintenant, il a trouvé des stratégies, comment investir dans l'immobilier, que tu sois un premier acheteur, que tu sois un travail autonome, mais tu vas pouvoir trouver des meilleures stratégies afin de bâtir ton parc immobilier. Aujourd'hui, on accueille ici M. Cashin Lee. Salut tout le monde, bonjour. Cashin Lee, courtier hypothécaire. Merci pour la présentation, Maradona. How are you doing, brother? Il y a un nom de superstar, Cashin Lee. Donc, ça veut dire que tu chies de l'argent. En plus, direct, c'est Caching, donc Li Caching en chinois qu'on dit. Les parents donc qui ont donné ce nom-là, au côté chinois, ça se prononce Li Ka-sing. Donc, c'est vraiment l'accumulation de succès ou l'accumulation de toutes les... le succès ou de tout le travail, de tout l'effort que tu as fait. En anglais, en français, bon, ça se traduit bien. Quand ils traduisent, ils mettent caching. Souvent, bon, les amis, ils disent cash in. Mais la famille, les amis, ils me reconnaissent tous sous le nom de cash. Avec un K, malheureusement. Ma mère aurait pu mettre un C, je travaillerais moins fort, mais avec un K, un peu plus de fort, on y arrive. Yes. Donc, M. Cachini, qui tu es? Qui suis-je? Yes. Exactement. Donc, courtier hypothécaire dans le domaine depuis un bon 5 ans. Mes 2 premières années, avant d'être dans le domaine, avant d'avoir obtenu mes licences, mes permis, donc, j'étais conseiller financier avec une autre institution. Oui, je m'en souviens. Exact. Moi, vraiment, qu'est-ce qui avait tout fait commencer, c'est lorsque j'ai fait mes premiers investissements immobiliers. Donc, j'ai acheté 2 condos. C'était quand ça? On va reculer là, environ jusqu'à 2014. OK. Un bon 8 ans. OK. Fait que ça, c'est pendant que tu étais conseiller financier. Exact. Okay. J'ai commencé, dans le fond, dans ces moments-là, j'ai commencé à faire les études pour l'être. Okay. Donc, pour obtenir les études pour être conseiller financier. Mm-hmm. On a commencé, moi et la famille, en achetant 2 condos au centre-ville. Je me souviens très bien, à la banque que j'avais été, ça n'avait pas passé. Finalement, il fallait aller un palier plus haut. On est allé voir donc un courtier hypothécaire. Ils ont pu trouver la solution. Okay. À partir de là, j'ai pu connaître le métier. J'ai pu connaître la profession. Et petit à petit, lorsque du côté conseil financier, ça allait bien, ça allait pas bien, ça allait comme ci, comme ça. Mm-hmm. Finalement, je me suis dit, l'immobilier, ça me passionne également. C'est là que j'ai fait mes premiers investissements. Ça a porté fruit. Et le marché était en très grande ampleur. Là. Je veux dire, ça commençait à embarquer. Fait que c'est là que j'ai dit, OK, on va s'essayer également du côté immobilier. Et une fois que ça a été commencé, ça a pris 9 mois. Et ça a commencé à être de plus en plus stable. Mais quand tu étais conseiller financier, là par la suite, tu as été courtier hypothécaire. Mm-hmm. Pourquoi courtier hypothécaire? On va dire ta carrière a plus prospéré que conseiller financier. Une des grandes différences que j'ai aperçues, c'est qu'au côté conseiller financier, il faut vraiment être très proactif. Quand que je dis, j'ai ajouté le mot « très mm-hmm. », ce qui veut dire, c'est que des fois, donc, ça peut être un investissement, les REER, les CELI, ça peut être les assurances, que ce soit assurance de vie, de maladie, ainsi de suite. Mais tout ce côté-là, c'est que il faut être proactif, il faut que tu vas chercher la clientèle, il faut que le produit, excusez-moi l'emploi du mot, mais comme se vende. Okay. Il faut que ça se vende, le produit. Côté hypothécaire, souvent, on peut voir ça comme un besoin. Rares sont les personnes qui vont arriver et qui vont dire, bon, j'ai 300 000, j'ai 400 000 ou 500 000, surtout que les propriétés aujourd'hui, soyons un peu plus dans le bon average, on est à 300-400 000 minimum, là, pour quelque chose qui est potable. Une maison, même on dirait plus que 300, right? Ou un condo, 300-400, c'est rendu là, de la moyenne, l'île de Montréal, les environs. Fait que dans cette situation-là, rares sont les personnes qui vont avoir ça. Donc, ils auront leur mise de fonds, ils vont avoir recours à une hypothèque. Si on fait les choses bien, le nom a été bien reconnu, on a des bonnes références qui rentrent, on a nos partners, donc ça vient de façon très naturelle. On n'a pas vraiment besoin de... Tantôt, j'ai employé le mot « très », donc on n'a pas besoin de très proactivement aller chercher la personne. Donc, ça veut dire que quand tu étais conseiller financier, tu faisais plus des appels, parce que là, présentement, c'est le monde qui t'appelle. Oui, une très bonne partie. Okay. Au début, je suis pas mal certain, même côté courtier immobilier, ça peut être similaire. Il y a un besoin en quelque part. Ouais, on a notre côté proactif.
On a notre côté que le monde va venir parce que c'est référence, ils nous connaissent. Il y a une certaine déjà nom qui est qui est en place. C'est Ils nous bon, c'est bon. reconnaissent. Là, j'ai remarqué dernièrement sur ton profil Facebook que tu avais, je pense que c'était parmi les tops de ton agence. C'était quoi ça exactement? C'était un classement dans l'agence. Donc, Ok. on est environ un peu plus que 200 dans l'agence. 200? Wow! Ouais. L'agence Planipress, C'est ça beaucoup, s'agrandit beaucoup. Ok, ok. Donc, avec le support de toi, Maradona, Yes, avec le yes, support yes, de yes, plusieurs yes, yes, personnes, yes, ouais, yes. merci à vous. Donc, d'autres courtiers partenaires, conseillers financiers, un peu de toute profession, les clients aussi qui sont réfèrent. Donc, le fruit de tout ce travail-là, donc ça a propulsé, je suis dans un classement dans les 20 premiers donc, de l'agence. 20 premiers, wow! Top, 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 Mais top! dis-moi un tout petit peu, Maradona, Vas-y. toi aussi, tu es parmi ce classement-là. Tu es mais on n'en parle pas souvent, mais dis-le, là. Non, effectivement, effectivement. Dès que je rentre quelque part, je veux terminer premier. Comme Yes. depuis que je suis tout petit, je joue au basket. Notre coach, malgré qu'on jouait contre la meilleure équipe, contre le meilleur joueur, il nous faisait croire qu'on est meilleur qu'eux. Yes. Donc, même si l'adversaire avait des meilleures stats, mais il nous coachait pour nous démontrer qu'on était les meilleurs. Donc, dès que je vais quelque part, je suis le meilleur. Comme j'oublie tout le monde, même si que le gars était premier, troisième, je m'en calisse. Number Je veux one. être le number one. Puis, c'est cette mentalité-là que j'ai partout, partout. Dès que j'entreprends quelque chose, je veux dominer le marché. Je veux être le numéro un. Je veux avoir le trophée. Je veux, après, parce que je regarde beaucoup les statistiques. Donc, je veux regarder, quand je regarde les stats, je veux que mon nom soit parmi les numéros un. Super. Donc, je ne vais pas changer pour ça. Je suis en train de travailler pour aller vers cette direction-là, bro. OK. Donc, là, tu avais investi en 2014 et tout. Puis là, tu vois le marché présentement. Est-ce que c'est le bon moment d'investir dans l'immobilier, d'après toi? Super. C'est une très bonne question. C'est sûr que je vais pouvoir donner mon opinion personnelle. Oui. Mais du côté important, c'est de dire que c'est une opinion, c'est un peu comment la façon qu'on voit. C'est plutôt comme donner un point de repère avec ce que vous aviez également, que tout le monde peut savoir à leur côté, qu'est-ce qu'ils ont comme information et tout, puis de faire une image plus complète afin de dire finalement, puis de conclure est-ce que ça va être bon ou pas. Comment que je voudrais apporter ça? L'immobilier, je suis pas mal certain, tu es d'accord avec moi, ça va toujours être un bon investissement lorsqu'une personne va être capable de trouver quelque chose que je dirais en dessous de la valeur marchande. Exactement. Toujours. C'est ça que j'explique à mes Ouais. clients et tout. Il y en a qui me disent, oh, maintenant, je vais attendre que le marché baisse. Ouais. Je dis, regarde, le bon moment d'acheter, c'était hier. Pourquoi? Parce que les prix des maisons étaient plus bas. Ouais. Donc, si tu attends que les prix vont diminuer, tu vas toujours attendre. J'ai des clients, ça fait au moins 6-7 ans qu'ils cherchent des deals. Tu Ouais. comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, les autres, dans leur tête, oh, ça va baisser, on va dire ça va baisser. Puis, qu'est-ce que j'ai pu constater, c'est qu'avant la pandémie, en 2020, on va dire, la pandémie a commencé au mois de mars 2020. Là, quelqu'un qui a acheté un petit peu avant la pandémie, on va dire une maison, une familiale Rive-Nord à 200 000 à peu près. Maintenant, cette propriété-là vaut 400 000. Ok. Donc, la personne qui l'a acheté à 200 000, il entend que les maisons se vendent à 400 000. Il ne va pas vendre sa maison à 300 000 parce qu'il sait qu'il y a des acheteurs potentiels qui sont prêts à acheter sa maison à 400 000. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est ça vraiment que je dis aux clients, c'est que tu dois attendre vraiment, on va dire, une opportunité. Dès que tu vois que tu l'achètes en dessous de la valeur marchande, Ouais. c'est une bonne affaire. Même si que, c'est ça que le monde ne comprenne pas, la valeur marchande, c'est quoi? Vas-y, explique. Valeur marchande, bon, souvent, c'est ça, une des plus grands mix, nos clients, ils vont voir la valeur municipale. Qu'est-ce que le gouvernement va évaluer pour dire combien que ça vaut, mais très souvent, il est utilisé pour les taxes municipales. Exactement. Des fois, les taxes scolaires, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir définir. Mais le prix marchand, la valeur marchande, c'est vraiment à combien que la propriété peut se vendre. Et encore plus important, c'est les comparables dans les alentours, la même grandeur, la même superficie, les mêmes rénovations, les mêmes âges, ben, ils se vendent à combien? Fait que si ton voisin, les quelques voisins à côté de toi, ils vendent tout à 450 000, mais que cette maison-là qui se vend, c'est ton voisin, que lui a trouvé un job, disons, aux États-Unis, il débarque, il a besoin de vendre ça rapide pour avoir l'argent, il est prêt à débarquer pour 400,
that's your deal. Exactement. C'est ça que le monde ne comprenne pas. C'est de voir les comparables. Ouais. Là, tu sais que tu l'achètes en dessous de la valeur, tu as fait le deal du siècle. Pourquoi? Parce que si, admettons, dans même pas 2 ans, 1 an après, t'arrives une situation, tu veux déménager, tu as un autre job, tu sais que tu vas le vendre avec un profit. Fait que c'est ça que le monde doit comprendre, c'est d'acheter une propriété en dessous de la valeur marchande. Numéro 1. Exactement. Yes. Donc, vu que tu es top de de la compagnie, quelle astuce que tu pourrais te donner pour les premiers acheteurs? Ce que j'aime beaucoup parler quand on parle de premier acheteur, c'est de voir l'image plus complète au niveau financier. Au-delà de juste dire, bon, on trouve la propriété qui nous plaît. Au-delà de parler que, bon, le paiement, il est bon, le taux d'hypothécaire qui est obtenu est excellent. Très souvent, c'est de voir l'image complète. Qu'est-ce que ça l'implique pour le client? Donc, la mise de fonds, il va avoir été donnée. Il reste combien dans les poches du client? Ensuite de ça, c'est quoi la longévité qui va rester dans la propriété? Donc, est-ce qu'il va rester là 2 ans, 3 ans parce que c'est un premier condo qu'il achète? Puis qui va ensuite être avec une... Mais parenthèse. Selon toi, là, comme quand la personne achète, après combien de temps qu'il vend la propriété? À peu près? Ou bien qu'il refinance? Je pense 2 réponses à ça. La première, ça serait, disons, un professionnel célibataire, il achète un condo, et finalement, il va avoir sa blonde, il se marie, la famille. Bien, ça va dépendre du rythme de ça, mais dis-moi peut-être 3-4 ans. Qu'en penses-tu que ça peut, que la job est stable, il a accumulé assez une autre mise de fonds par après, il peut la revendre, reprendre un peu le profit qu'il aurait fait là-dessus, l'augmentation de valeur puis l'équité qu'il aurait payé. Tout cela, après, il peut aller voir pour une propriété plus grande. Deuxième réponse maintenant. Ceux qui sont déjà en famille. Donc, peut-être un couple, 2 enfants, 1 enfant. Après ça, ils peuvent continuer à avoir d'autres enfants, mais les enfants sont encore jeunes. Bien, dans cette situation-là, je dirais probablement qu'ils peuvent rester là pour 6-7 ans. OK. Ouais. Je penserais ça. Puis, on a apporté le mot refinancement que tu as apporté tantôt. Ça va dépendre. Puis, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus régulière dernièrement. Dans les 6 derniers mois, les taux d'intérêt ont augmenté. Ceux qui sont en variable, veut pas, ça a eu un grand impact sur eux. Donc, les paiements sont plus hauts. L'inflation sur tous les produits, même au grocery store, quand on y va, ça coûte plus cher. Le lait, le pain, yogourt, tout augmente. Là. Fait que si tout ça, il y a une augmentation de tous les côtés, sur tout ce qu'on fait dans le quotidien tous les jours, ça va arriver que, bon, ils vont avoir accumulé plus de dettes, disons, sur des marges de crédit. Ils vont accumuler un peu plus sur les cartes de crédit, les économies qui en ont de moins en moins parce qu'ils doivent aller en piger. Donc, on va commencer, c'est pas on va commencer, mais plutôt, on entend ça de plus en plus, c'est régulier qu'ils vont penser à refinancer pour repayer certaines dettes, ou même des fois, c'est avoir une couche de sécurité, avoir plus d'argent de côté. Donc, ça, c'est plutôt ceux qui aimeraient mieux budgéter, ceux qui aimeraient mieux consolider les dettes. L'autre côté, ceux qui sont très investisseurs, ceux qui vont think plus loin, qui voient une image plus lointaine. Il y en a qui se préparent, qu'ils refinancent, ils ont déjà le cash ready. Puis quand toi, tu leur trouves un investissement, quand ils trouvent quelque chose de bien, ils sont déjà prêts. Là. They're ready. Yeah. OK, nice. OK. Donc, est-ce que tu trouves, quand les clients viennent te voir et tout, est-ce que tu arrives à trouver les meilleurs taux pour eux? Super bonne question encore une autre fois. Taux d'intérêt, c'est quelque chose qui est très important. Parce que on peut dire que c'est la première variable. Je pourrais dire ça comme ça, que tout le monde va commencer à regarder pour mesurer finalement c'est quoi son profitabilité pour les investisseurs, mais aussi c'est quoi les économies pour ceux qui vont l'habiter. Ça, c'est la première variable. C'est-à-dire qu'il y a 2 aspects que tu dois regarder. Oui, autant profitabilité pour les investisseurs. Avec ça, ils connaissent leur paiement. Le paiement peut être plus bas, plus haut pour leur cash flow. Ceux qui vont aller l'habiter, c'est vraiment, bon, moi, si je paye 1700 versus 1600 par mois, c'est 100 piastres de plus que j'aurais dans l'économie. Est-ce que c'est la première chose qu'on regarde? C'est une des variables parmi les plus importantes. Okay. Merci pour la question. Il faut voir l'image complète de ça.
c'est ça que je voudrais, ce soir, on voudrait mettre de l'emphase, c'est qu'une hypothèque, au-delà de seulement le taux d'intérêt, c'est de voir c'est quoi les conditions bancaires que ça peut venir avec. Alors, quand on parle de conditions, tu vas être d'accord avec moi, les pénalités. Pénalité, Ouais. c'est quand une Ça, c'est personne a très une important, hypothèque, une personne a une hypothèque, exactement la même situation. Célibataire, professionnel, il a acheté son premier condo, il a signé un terme de 5 ans, disons. Mais après 3 ans, on sait que, bon, la vie avance, tout peut changer, il fonde une famille, c'est le temps de vendre. Ton terme de 5 ans n'est pas terminé. Fait que cette banque-là, en ce moment, le terme n'est pas terminé, tu vas avoir une pénalité à payer pour ne pas avoir fini ce contrat de 5 ans. Donc, une pénalité, très souvent, avec un taux variable, presque toutes les banques, pas mal tout, c'est 3 mois d'intérêt de pénalité à n'importe quel moment que tu vendes. Puis quand c'est un taux fixe, on appelle ça le différentiel de taux. C'est un calcul de différentiel de taux que, en temps normal, c'est toujours basé, c'est un calcul qui est basé sur le nombre de mois restants. Malheureusement, on ne va pas avoir la chance de vraiment embarquer dans les détails de ce calcul-là, mais tu pourrais Donc, c'est comprendre... là qu'ils doivent prendre rendez-vous avec M. Cash. C'est quoi ton numéro de téléphone encore pour prendre rendez-vous avec toi? 438-932-9998. Donc, si toi, t'écoutes présentement, puis tu ne sais pas si c'est le temps de refinancer ou de vendre votre propriété, prenez rendez-vous avec M. Cash. Il va vous expliquer en détail c'est quoi la meilleure solution pour toi. Merci. Continue. Fait que, au-delà de qu'est-ce qu'on disait, donc la pénalité, il va avoir la portabilité. Donc, certaines banques, il va te permettre que si tu as vendu ton condo, même exemple, condo vendu, il y a une hypothèque de 200 000 qui reste. Maradona, trouver une maison à 500 000. La personne, il pourrait réutiliser ce 200 000-là, ensuite contracter une autre partie, il sauve la pénalité, il peut garder les mêmes modalités qu'il avait auparavant avec le 200 000, puis il pourrait contracter le reste qu'il a de besoin pour l'emprunt. On parle de portabilité. OK. Au-delà de ça, pour ceux qui sont investisseurs, ben, c'est de dire, est-ce que tu prends une hypothèque que ça peut te faciliter pour les prochains achats? Est-ce que tu vas prendre une hypothèque auquel il va te donner une marge de crédit? Dans le jargon hypothécaire, on dit une marge de crédit fusion. Donc, tu payes ton hypothèque, il y a une marge de crédit hypothécaire qu'au moment que tu payes du capital, la marge de crédit s'agrandit. Ouais. Hypothèque de... Celle-là, je l'ai aussi. Fait que l'hypothèque de 200. Exactement. Un jour, tu la repayes toute. Ici, tu as 200 000 qui est disponible à un clic de doigt. Que l'argent peut sortir, rentrer, sortir, rentrer, comme une carte de crédit. Qu'est-ce que j'aime avec ça, c'est que tu payes ton hypothèque, puis tu vois dans le relevé, là, l'argent qui monte. Exact. Effectivement. Fait que voir au-delà, tu sais, la marge de crédit. L'hypothèque, est-ce qu'il peut être segmenté? Segmenté veut dire, des fois, tu as une hypothèque pour... Tu l'habites, ta maison que tu habites. Bien segmenté, c'est que tu as refinancé une partie ici pour acheter une propriété. Mais ce refinancement-là, quand il est bien segmenté, ça peut être, les intérêts peuvent être déductibles d'impôts. Attends. Peux-tu répéter ça parce que c'est très, 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 très important. Super. Doucement. Vas-y. Donc, tu achètes une propriété. Là, par la suite, tu peux faire un collatéral ou bien... C'est quoi exactement? C'est quoi exactement? Fait utilisons maintenant l'exemple, que ce soit le condo ou bien de la famille qui a acheté une maison. On va dire une maison. Une maison, une familiale. 400 000. 400 000. La personne, il l'a acheté il y a 3 ans. 20 de mise de fonds. Il a acheté 3 ans, il y a 3 ans, 400 000, il a mis 20 de mise de fonds. Fait qu'on parle 320 000 l'emprunt. Il a commencé avec ça, 320 000. Puis 400 000 ici. Exactement. Au fur et à mesure qu'il paye, on voit que le liquidité, ce qu'on doit à la banque, il rapetisse. Mais on voit aussi que les 3 dernières années, les prix ont monté en fou. Comme exemple, les 2 dernières années. Exact. OK. Fait que ça se peut que l'hypothèque aujourd'hui, 320 000 après 2 ans, ça se peut qu'il en reste 290, 15, 300 000. 300 000. Il reste 300 000. Mais le 400 000 qui est là, il a monté à 500. J'aime ça, 500. Fait que 500 000 ici, 300 000 là, il y a 200 000 d'équité. Ouais. 200 000 d'équité, la personne, si il est qualifiable, il va les refinancer. Tu as ton hypothèque de 300. Disons que tu vas chercher 100 000. Mais le 100 000, là, on le fait segmenter. Ton 300 000, il n'a jamais été affecté. Mais ton 100 000 qui est là, c'est une nouvelle hypothèque. Exactement. Le 100 000, parce qu'on a été capable de prouver que c'est la propriété que Maradona a trouvée pour faire un investissement, ce 100 000-là, exactement comme tu dis, les relevés hypothécaires que la banque va donner, l'intérêt que tu auras payé, tu vas pouvoir l'utiliser pour une déduction aux côtés de l'impôt à la fin de l'année. Oh, wow.
Wow. There you go. Cash. C'est génial. Donc, on avait oublié de parler des astuces pour les premiers acheteurs. Je sais que le gouvernement, il y a peut-être 3-4 ans, il avait instauré un programme lorsque le premier acheteur met 5%, là, le gouvernement peut mettre un autre 5%. S'il met 10%, est-ce que ce programme existe encore? Ce programme-là, il existe encore. Dans ce temps-là, comment que ça l'avait sorti? Donc, je voudrais dire, quand que ça a été présenté par le gouvernement, il y avait beaucoup de personnes donc, qui questionnaient sur le vrai fonctionnement et sur, je dirais, la profitabilité ou l'avantage de l'utiliser. D'une façon simpliste, il y a un tout petit peu de mon opinion personnelle également. C'est très important, c'est opinion personnelle. On dit toujours faire les due diligence puis de pouvoir avoir le tout, de savoir après c'est bon ou pas. Le choix devrait toujours revenir au client. Donc, mon côté, c'est que le gouvernement, tu peux acheter une propriété pour un minimum de 5% de mise de fonds. Lorsque tu achètes le 5%, tu peux demander d'activer ce programme-là extra auquel le gouvernement vient pallier un 5% à ton achat. Ça fait quoi? Ça fait que l'achat a été fait avec 10%. 10%. On a fait avec 10%, yes. Est-ce que c'est gratuit? Comment ça fonctionne? Le 5% que le gouvernement il donne, il n'y a pas d'intérêt à payer. Il ne te charge pas de frais. Il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de rien. Mais c'est quoi le trade-off? C'est ça l'important, le trade-off. Le gouvernement, il a pris part à la comment que je peux dire ça là, au pourcentage, il a pris part au pourcentage du profit. Ownership. Je cherchais le mot en français, mais disons le ownership de ta maison. Donc, lui, il est propriétaire à 5% de cette propriété-là. Lorsque tu vends ta propriété, il va calculer la valeur marchande vendue et il reprend le 5% de cela. Et si jamais, donc beaucoup qui sont très rapides, là, ils vont dire, OK, bien, je ne la vendrai jamais, ma propriété, right? Fait qu'après 25 ans, le gouvernement va venir quand même calculer la valeur marchande lui-même, qu'est-ce que ça vaut, et il va te demander de rembourser ce montant-là. Donc, mais si, admettons, on va dire dans 25 ans, financièrement, tu n'es pas bon. Ça peut être un problème. Mais qu'est-ce que tu me mentionnes? Ça serait plus dans les cas les plus extrêmes. Que si jamais la propriété a monté, puis que le gouvernement a dit, moi, j'ai besoin de reprendre mon 5%, je veux dire, le programme vient de sortir il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, de mémoire, c'est les 3 dernières années, 2 ans. Puis que là, dans 25 ans, qu'est-ce qui arrive? On n'a pas encore eu de chance de connaître cela, mais ça pourrait être un des points importants. Il y a ça également. Ouais. Puis l'autre chose, si la personne a refinancé pendant tout le long, ça serait à donner. Selon moi, ça serait à redonner. S'il a refinancé au milieu de ça, c'est une bonne question à réviser. On va les réviser pour voir si on calcule présentement, je dis, mais s'il a refinancé, fait que le profit est minime. Sauf que, allons d'une façon logique. Tu refinances à un certain moment donné, tu reprends l'argent. Soit que, moi je pense qu'il y a juste 2 scénarios qui peuvent arriver. C'est pas rendu aux 25 ans, tu n'as pas vendu. Le gouvernement, il suit les règles de ce programme-là, fait qu'il ne redemande pas de repayer. Perfect. Ça, c'est réglé. Ou 2, qu'on va pouvoir réviser justement, parce que c'est une super de bonne question. S'il mentionne qu'au refinancement, même un refinancement, c'est une des raisons auxquelles ils doivent repayer, la seule logique que je pourrais voir là-dedans, c'est qu'il va envoyer quelqu'un pour aller l'évaluer, pour savoir le montant que ça vaut la propriété, puis il va le reprendre le montant à partir de là. Je penserais bien, les seuls 2 scénarios logiques qui pourraient fonctionner, qui pourraient arriver, ça serait ces 2-là. Mais si tu me permets, pour closer justement cette parenthèse-là, mon opinion personnelle s'embarque là, c'est que le client, il a fait appel à ce programme. Il y a eu 5% de plus. Ensuite, 5%, l'intérêt payé par le client. C'est environ, aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qu'on a, 5,2%. Donc, c'est très important de mesurer. C'est comme ça que je présente à mes clients pour mesurer est-ce que c'est une bonne chose de le prendre ou pas. Dans ce 5%-là que le gouvernement te donne, tu ne payes pas d'intérêt, tu ne payes pas de frais à personne, puis il y a 5% de moins que tu empruntes à la banque. Donc, tu économises 5,25% d'intérêt annuellement sur 5%. La valeur de ta propriété, il prend combien par année? Donc, c'est ça qui est important à savoir. Ça dépend, parce que tu vois, les 2 dernières années, ça a pris énormément de valeur. Oui. Fait que c'est pour ça, mes clients, je leur disais, regarde, oui, le gouvernement
t'aide. Yeah. Tu vas épargner centaines de dollars, 200, gros max 300, si tu mets 10%. Mais lorsque tu vas le revendre, mais ce 5%-là va prendre beaucoup de valeur. C'est tout compris. Puis le risque, c'est toi qui le prends. Oui. Parce que c'est ton crédit, c'est ton salaire, c'est vraiment tout ça. C'est toi qui as été chercher la maison, c'est toi qui as été négocié. Mais le gouvernement, lui, il a seulement mis de l'argent pour, comme tu l'as mentionné, Oui. pour avoir un 5% de la valeur de la propriété. Il devient propriétaire à 5%. Fait que c'est super bien présenté. Comment tu le dis, c'est que ici, l'autre côté, on a pris 5%, fait qu'on économise 5,25 par année. What if ta propriété, elle prend 10% par année? Fait que regarde, Ça a pris beaucoup un plus, an, là. 2 ans. Les 2 dernières années, ça a pris Yes. au moins 50 à 60%. Yes. Fait que finalement, ça veut dire que le programme devient pas un fardeau, mais plutôt une façon négative du côté monétaire pour le client. Mais pour un businessman, c'est pas avantageux. Pour quelqu'un qui surveille ses sous à la lettre, moi je veux dire quelqu'un qui va habiter dedans et tout, mais ce 200 $-là va être bon, va être profitable pour, je pense, c'est comme ça qu'on va dire, un acheteur va penser. Ouais. Peut-être ce type d'acheteur-là, mais ça va bénéficier pour... Je suis en accord. Je suis totalement en accord. C'est pour ça que tantôt, quand on avait dit, on regarde l'image complète, une personne là, qui met son... Il y a 10% de mise de fonds. Disons qu'il y a 10% de mise de fonds, 400 000. Il y a 40 000. Puis, un peu mieux. 400 000, il y a 45 000. S'il met son 10%, il reste 5 000. Comment il va payer ses taxes municipales scolaires, la taxe de bienvenue, les meubles qu'il voudrait avoir, la peinture un peu, Fait qu'il n'y a même plus une petite coussin de sécurité sur le côté. Fait que, tu sais, dans une situation qui est similaire à ça, on veut donner plus de flexibilité aux clients. Donc, yes, là, ce serait le best scénario pour le présenter. 5% de mise de fonds, tu vas mettre. Tu as gardé 25 000 là, maintenant de ton côté. Le gouverneur, il a mis là, tu n'as pas de frais, tu n'as pas rien d'autre à payer. Ton 25 000, tu es protégé. Exactement. Là, tu es bien. Fait que, yes, c'est toujours situationnel, subjectif. Ah, nice. Je pense que tu as bien répondu. Donc, prochaine question. C'est quoi l'avantage d'avoir une marge de crédit? Marge de crédit. Donc, on a abordé un peu le sujet tantôt. Ouais. Marge de crédit, surtout quand on disait dans le jargon hypothécaire, on dit beaucoup la marge fusion. Les cartes de crédit, c'est facile à utiliser. On y va quelque part, on n'a pas amené l'argent cash. Ouais. On swipe, on le repaye avant que le bill arrive ou que le bill y arrive, on le paye, il n'y a pas d'intérêt. Si on ne paye pas le montant complet, si on paye juste une partie, on a de l'intérêt à payer. Des fois, 20 à 30%. Ça peut être moins des fois même. Oui. Dépendant de la carte qu'il a. Des fois, il y a Il y des a des frais cartes annuels. à 0%, il y en a d'autres à 9,9, on va dire 10%. Yes. Fait une carte de crédit, bon, il y a toujours une limite qui est quand même... Quelqu'un qui a un bon 30 000 sur une carte, c'est déjà bien. Là. Il y a déjà un très bon crédit locatif, une bonne limite. Les marges de crédit, fait, c'est quelque chose donc, qui vient avec une maison. Il faut que... Un peu méchant les mots que j'emploie, mais il a pris la maison en otage, comme quoi que si tu ne payes pas cette marge, un jour, il va venir quand même, la banque va pouvoir venir saisir la maison, faire la vente, reprendre les fonds. Fait que il y a toujours une collatérale sur la maison. Ouais. Alors, la marge, bon côté, c'est que les montants peuvent être drastiquement plus hauts, beaucoup plus. On a même donné l'exemple tantôt, là, 200 000 d'hypothèque. Si la marge est fusion, tu payes ton capital ici, la marge, il continue à augmenter. À un moment donné, tu as tout payé, fait que tu as 200 000 à jouer, là. Exactement. Comme une marge comme une carte de crédit. Mais, tu sais, comme je dis souvent en joke, un coup de doigt sur ta plateforme de banque, l'argent, il sort et tu peux en faire l'utilisation avec. Tu peux acheter une voiture s'il faut. Tu peux acheter ta propriété, la mise de fonds s'il faut, tout autre projet, partie de business, quoi que ce soit. Fait que la marge, très souvent, ça peut juste être un avantage lorsque la personne il gère bien sa finance. S'il ne fait pas le cliquage pour aller acheter nouveau linge, un bateau, une voiture, d'autres gugus que c'est facilement accessible, puis que c'est géré de la bonne manière, il investit avec toi, ça peut juste être du bien. Ça leur évite de plus tard refinancer. Une marge de crédit, la plus grande différence, il n'y a pas de paiement forcé sur le capital. Ça ne t'oblige pas à repayer le capital. Ça ne t'oblige pas à dire j'ai une hypothèque de 30 ans. En 30 ans, il faut que ça soit repayé.
Mais la marge, lui, c'est toujours seulement l'intérêt. OK. Toujours. Le paiement est plus petit. Ça veut dire que quelqu'un qui est smart, Mhm. que, tu sais, pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai une amie tout à l'heure, avant de venir, elle me disait que elle a reçu en héritage une maison. Ouais. Donc, ça serait bon. On va dire que quelqu'un qui payait une hypothèque, l'hypothèque est rendue à 0. Là, la marge est rendue peut-être à 500, 600 000. Donc, c'est facile d'aller le chercher Oui. pour investir par la suite. Why not aller activer une marge? Si la cliente n'a pas rien dessus, la maison est entièrement payée, qu'est-ce que cela veut dire? Tant sur longtemps que tu ne vendes pas la propriété, tant sur longtemps que tu n'as pas accès à l'argent qui a été construit dans cette maison-là. Mais si tu as fait une marge, ça ne t'oblige pas à aller dire, ben là, j'ai fait une marge, c'est 600 000 la maison, je m'en vais tirer 400 000 tout de suite. Tu ne payes pas d'intérêt sur ça, tu n'as pas un paiement, tu n'as pas un fardeau sur toi. Mais quand tu l'actives, c'est quoi les taux d'intérêt à peu près? La grande différence d'une hypothèque puis la marge, tu sais, en date d'aujourd'hui. Ouais, On parle dans date d'aujourd'hui, on est fin d'année, on est le 29 décembre, right? Fait en date d'aujourd'hui, la grande moyenne d'une hypothèque, on parle 5,20 %. Ça se fluctue entre 7,49 puis 5,5. Variable, c'est plus haut. Okay? Variable, là, peut-être plus dans les 5,5 à 6,2 %. Ça, c'est variable. Attends, variable est plus haut que le fixe? Aujourd'hui, oui. En date d'aujourd'hui, s'il faut qu'on confirme, c'est plus haut. Puis ensuite de ça, du côté la marge, c'est toujours un taux variable. Ensuite, le taux variable, il va être un peu plus haut. Donc, on va parler de la grande moyenne. Excuse-moi, blanc de mémoire. On est dans les 6,9 à 7,9 % la marge. Donc, quand même, c'est important de vérifier. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Si tu fais une hypothèque à disons 5,2 %, que le paiement ici, ça te force à payer de l'intérêt, mais aussi du capital, mais que tu repayes sur 30 ans, si on l'amortit sur 30 ans. La marge de crédit, disons qu'il charge 7 %. Disons, allons jusqu'à 7 %, mais pas de capital, seulement l'intérêt. Seulement l'intérêt. Alors, dans cette situation-là, là, qui est plus cher? Qui est plus avantageux? Si c'est toujours moindre, ce côté-là, oui, on a payé plus d'hypothèques, mais peut-être que la personne l'a activé ici pour avoir un meilleur cash flow, comme ceux qui ont des Plex. Nos investisseurs de Plex, ils checkent beaucoup le cash flow. Ouais, mais ouais. Ils checkent beaucoup. Fait OK, l'intérêt, j'en paye plus. Oui, j'en ai donné plus à la banque, mais à cause que je ne paye pas de capital, mon paiement est plus bas. Mon paiement est plus bas, ça fait en sorte que le cash flow ici, ben, j'en fais 500 au lieu de 300 avec une hypothèque. Moi, je prends le 500, fait. D'accord, il pourrait prendre la marge. Mais c'est plus flexible. Il choisit de quand il veut repayer, quand il voudrait retirer. Donc, ce produit-là est mieux pour un investisseur. Pourquoi? Parce qu'il préfère mieux le cash flow. Comme ça, il sait qu'il y a un certain montant qui rentre, puis éventuellement, il va investir par la suite dans l'immobilier. C'est bon pour investisseurs avec cet angle de vision-là. Exactement. C'est bon aussi pour tout propriétaire occupant, tout client qui ont fait une première propriété, que même s'ils ont encore une hypothèque, mais s'ils ont 200 000 d'hypothèque et une partie de 50 000, pourquoi que ça ne pourrait pas être avantageux, par exemple, lorsqu'ils veulent une voiture à 40 000? Les concessionnaires, je suis pas mal certain que les taux d'intérêt, souvent maintenant, la plupart de eux, c'est déjà plus que 7 %. Oh, c'est rendu à 8, 9, facile. Ben avec ta confirmation, 8, 9. So, dans le temps, quand moi j'avais acheté ma voiture il y a environ comme 3-4 ans, de mémoire, c'est que si je pouvais l'acheter cash, il y avait un deeper discount. Fait qu'il donnait un rabais en plus de ça. So, why not débarquer 40 000 de la marge de crédit, acheter la voiture, fait que tu as un deeper discount, puis si tu payes du 7 % versus le 8-9, comme tu me dis, déjà avec le 8-9, tu es en savings. La marge de crédit, tu contrôles tes paiements. Tu veux le payer en 10 ans, c'est 10 ans. Exactement. Tu veux le payer en 2 ans, c'est 2 ans. Ouais. Et ensuite de ça, c'est si te donne un deeper discount, that's the bonus. Yes. Ça fait que ça peut être des stratégies comme ça. C'est bon. Donc, tu vois, au début, tu parlais d'investissement et tout. Puis, je sais que tu as investi un peu partout. Lorsque tu as investi, c'est quoi? Premièrement, qu'est-ce que tu as acheté? Ouais. Puis, pourquoi tu as acheté dans ce secteur-là? Super. J'ai acheté, premier investissement que j'ai fait, c'était avec vraiment la famille. On a acheté 2 condos au centre-ville. Dans ce temps-là, 2014, on rewind. 250 000 le condo sur plan qu'on a acheté. Est-ce qu'ils sont encore là? Toujours là, j'en ai vendu un. OK. J'en ai vendu un, c'est toujours là. Dans le centre-ville.
Oh, wow. Plus précisément, German? Bishop. Bishop, OK. On est à quelques rues. Bishop, entre Sainte-Catherine, René Lévesque, j'appelle ça core downtown. Là. On est vraiment dans le core Oui. de core. Dans ce temps-là, le pourquoi, ça c'était avant COVID. Le centre-ville, c'était tous les travaux de bureau, c'était là. Toute l'action était là. Fait que tu sais que, en bon expression anglaise, it's not gonna die. Ça va Non. toujours être le spot, right? On peut dire ça comme ça, cette expression-là, le spot. Fait que tu sais que c'était une... Je voyais ça de façon... Mon opinion, c'était une valeur sûre. Fait que investisseur, on veut chercher... Avec un taux d'intérêt de combien à l'époque? 4 4%. OK. Ouais. 3 à 4 Puis ensuite de ça, là, on parle de 2019. Attends, 2019. Mais parenthèse, est-ce que COVID, tu as fait du Airbnb avec ou bien tu faisais sur du long terme? je l'ai fait le premier mois et je me suis fait avertir. Oh, ils t'ont avancé? Oui. Donc, les syndicats de condos, c'est ça qu'il y a. Il y a des caméras, il y a la sécurité en bas. Fait que quand ils voient que la personne t'a fait ton Airbnb, il fait un peu de bruit, ton voisin, s'il veut te backstabber, il veut dénoncer, il va le savoir. Si la caméra est là, ils vont le savoir. Fait que je suis filmé. C'est le plus loin des détails que je peux dire, right? Fait j'ai fait du Airbnb à un moment donné, mais ça avait fait ça un mois. Il y avait eu un avertissement. C'était moins réglementé. OK, OK. En 2014, on parle. Ouais. C'était pas autant réglementé qu'aujourd'hui. Fait qu'après ça, il y avait même eu un investissement à l'interne par les syndicats du condo. OK, fait J'ai arrêté. qu'ils t'envoient une lettre et tout pour dire, OK, Ouais. je pense que comme... Ouais, tu vas avoir une t'as abusé. amende, tu vas être averti. Fait qu'ensuite de ça, mais quand même, tu sais, le revenu qui était là, c'est rentré de façon très précisément. C'est dans mon compte, j'ai déclaré, fait que tout a été fait. Mais c'est juste que du côté, avec la réglementation qu'il a, aujourd'hui, c'est presque pas possible. Tu peux pas obtenir de permis pour l'avoir. Je pense que tu es d'accord avec moi. Dans un condo comme ça, tous les condos, presque tous les syndicats, Oh, maintenant, ils veulent rien savoir. Ouais. Sur le court terme, ils veulent rien savoir. 99% c'est non. Ils veulent rien Puis depuis, c'était toujours location long terme. Location long terme. OK, OK, OK. Ouais. OK. Condo, une chambre, 250 000. On avait des loyers de 1250 qui est rendu à 1400 maintenant. Ça couvre toujours. Puis la valeur, il s'est rendu à 340 aujourd'hui. OK, OK. Ça, ce 340? serait mon premier. J'étais sûr que c'est un petit peu plus. Ouais, 300. Parce que tu sais, ça fait un bon 8 ans, puis les tours à condo, ça se lève un peu partout. Fait que ça, c'est le premier. Mais l'autre chose, je pense, ça nous donne encore plus d'échanges, c'est mon plex que j'ai acquis avec des partenaires. Lequel? Ça, j'ai un 4plex que j'ai atterri sur la rue Sainte-Catherine, Coin-Vieux environ. Oui, OK, OK. OK. Ouais. Et c'était un 4plex qu'on avait acheté en 2019, l'hiver, Avant la COVID, une année avant la Avant. COVID. 580. Oh, wow. Et on est rendu aujourd'hui à plus que 730. Facile, la valeur. Plus que 730. Puis tout ça avec 10% de mise de fonds parce que on Ouais, avait parce que pas c'est tout, un 4plex. ouais. Donc, OK. Puis on a habité là. Un de nous habitait là, on est plusieurs partenaires. Donc, il y a un de nous qui avait habité là, les 3 autres unités louées. Puis là, avec le temps, quand même, il y avait un loyer qui est chargé, même si c'est partenaire, mais un loyer qui faisait du sens avec les autres. Ça couvrait. Et continuellement, ça couvre. Fait que c'était un bon investissement. Les prix sont rendus à 730, tout couvre. On a même pu refinancer déjà. Allez chercher votre cash. Déjà repris, un 120 000 total. Le cash est repris et un surplus qui est déjà dans les poches. Oh, wow. Ouais. Mais ceux qui font ça de façon plus poussée, raconte-moi un tout petit peu ton expérience, ils vont optimiser. Ils vont aller plus loin que ça, Maradona. Il y en a, il y a deux types d'investisseurs. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a ceux qui aiment prendre la maison qui a beaucoup de rénovations à faire pour l'optimiser le plus possible. Ouais. En voulant dire, il va le prendre, on va dire que la valeur est de 400 000, ils vont peut-être l'acheter à 200 000. Ça, c'est avant la COVID. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Des petites rénovations banales. Pourquoi? Parce que ils ont du monde qui est dans le domaine. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit qu'ils vont faire? Ils vont plus toucher à l'intérieur et non à l'extérieur. Tu comprends ce que je veux dire? Ils vont refaire les fenêtres, ils vont refaire la cuisine, ils vont refaire la salle de bain. Tout ce qui est tape à l'œil qui va faire wow, que si quelqu'un va venir pour le prendre en location, mais il va payer la totale. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. La personne va plus penser, surtout les locataires, ils vont plus penser à l'intérieur que l'extérieur. L'extérieur peut être pas payant, mais l'intérieur doit vraiment être nickel. Là, par la suite, qu'est-ce qu'ils font? Là, ils savent que maintenant, les prix des loyers, ils ont augmenté. Ouais. Donc, la valeur de la propriété augmente tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est là qu'il va faire leur profit. Donc, il y en a
on va dire qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit qu'ils gardent la propriété, fait que là, ils vont bâtir leur parc immobilier, ou il y en a d'autres, eux autres, qui vont flip, puis là, ils vont acheter un autre, ils vont refaire la même stratégie encore. Eux autres, ils veulent des propriétés que soit que il y a 2-3 logements vacants et que la propriété est en dessous de la valeur marchande. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Pour pouvoir utiliser la même stratégie encore. Pour eux, lorsque ils achètent au même prix, mais à la fin de la journée, ils vont pas pouvoir réussir leur flip. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait qu'il y a deux types, on va dire, d'investisseurs au niveau de l'immobilier par rapport à ça. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai pu constater. Je comprends. Fait que, comme ce Catplex-là, moi, quand on avait tout parti au début, on avait dit qu'on voulait être dans ce secteur-là. Ça, encore une fois, c'était avant COVID. Puis c'était avec la vision de dire qu'on aurait préféré être au centre-ville le plus possible, mais Plex au centre-ville, même dans ce temps-là. Imagine, quand moi j'ai commencé en 2009, C'était 1 million, j'ai ouais, dit plus. à tout le monde, c'est un secteur qui va être très en demande. Pourquoi? Les Français sont sur le plateau, c'était pas achetable. Donc, les Français, n'oublient pas, ils aiment le côté francophone. Ouais. Fait qu'ils vont pas aller dans l'Ouest, ils vont pas aller à Westmount, ils vont aller où? Un peu plus vers l'Est, où est-ce que c'est plus francophone. Fait que c'est tout ça que j'ai étudié. La plupart de mes clients qui ont acheté dans ce coin-là, Des Plex? leur maison, ils ont doublé. Là. À l'époque, c'était un duplex, c'était 350, 340. Tu comprends? Je veux dire, maintenant, ça vaut 650, facile. Donc, la valeur de leur propriété, ils ont doublé. Mais il y a du monde comme toi, probablement, que tu voulais absolument centre-ville, mais il y a d'autres personnes dans le groupe qui ont dit, oh, regarde, on va l'acheter quand même. Puis, vous avez bien fait, là. C'est comme là, de ton côté, c'est quoi le secteur que tu travailles le plus? Comme quand on parle de Plex, où est-ce que tu irais maintenant? Moi, personnellement, je vais plus aller. Avant, c'était les secteurs comme Hochelaga Maisonneuve, Merci, Montréal-Nord, Saint-Michel et tout. Puis quand tu regardes le marché maintenant, si tu veux investir dans un duplex, triplex, t'es perdant. Avant la pandémie, tu pouvais avoir un cash flow. Mais présentement, c'est ces coins-là sur l'île de Montréal que tu aurais pu avoir un cash flow. Si tu regardais Westmount, si tu regardais Côte-des-Neiges, si tu prenais la même propriété, tu le prenais dans l'ouest, puis tu l'amenais dans l'est, il y avait une différence quasiment de 300-400 000. Donc là, présentement, jamais client, on va à l'extérieur de Montréal. Présentement, je visite où? Trois-Rivières, Shawinigan, Sherbrooke. Pourquoi? Les prix des loyers, comme, qu'est-ce que je dis aux personnes? Tu dois regarder quel facteur qui fait en sorte qu'il va influencer la valeur de la propriété. Ces deux secteurs-là, il y a une université. Donc, s'il y a de l'université, il va avoir de la job. Comment je veux dire, comme, il y a comme un environnement synergie où est-ce que la personne va rester. Dès que la population va commencer à grossir, ta propriété prend de la valeur. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que quand tu investis dans ce secteur-là, un duplex vaut peut-être 200 000 à peu près. Les prix des loyers sont combien? 500, 600. Puis des fois, tu peux même avoir des 800, 6, c'est un 5,5. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc là, maintenant, qu'est-ce que ça fait? Tu as un petit cash flow. Tandis qu'à Montréal, tu n'as jamais trouvé un duplex à 200 000. Jamais. Le C'est plus impossible. bas que tu vas peut-être trouver, 550, 560, mais tu as au moins 30 à 40 000 de rénovation à faire. Ça t'aurait tapé. C'est cash, c'est garanti, C'est clair, garanti. ouais. Fait que c'est pour ça que je dis au monde, il y a un de mes clients, il habite à la Rive-Sud, je l'ai fait acheter où? Drummondville, Saint-Hyacinthe. C'est quoi là? Pourquoi? C'est proche de chez lui. On a pu de trouver des triplex à 300 000. Donc, je lui parle, je l'ai parlé dernièrement, il n'y a aucun problème avec les locataires. C'est ça le problème, on va dire, des nouveaux investisseurs. Ils ont peur des locataires. Ils savent que si le locataire ne paye pas, mais là, ils vont avoir des problèmes parce que leur hypothèque va passer le premier. Donc, si l'argent ne rentre pas, mais tu comprends ce que je veux dire? Comme, ils ne veulent pas être bloqués avec ça. Qu'est-ce que je leur dis? C'est que c'est 50-50. Mais si tu vas prendre une propriété que les locataires, ça fait 3-5 ans qu'ils sont là, tu es quasiment assuré qu'ils vont payer mois après mois. C'est sûr que si tu prends un immeuble vacant, ça c'est plus pour les premiers acheteurs. Si tu prends un immeuble vacant, là c'est un petit peu plus compliqué. Tu vas prendre un peu plus de risques, mais engage un professionnel comme moi qui va faire en sorte qu'on va faire vraiment une recherche sur les nouveaux locataires pour voir s'ils ont
des problèmes au niveau de la régie, s'ils ont des dossiers criminels, puis s'ils travaillent vraiment. C'est facile de savoir s'ils travaillent. On regarde le talon de paye. On regarde pour voir s'ils ont une lettre d'emploi. That's the way. Donc, tu vois, je veux dire, comme, c'est sûr, là. Fait que si la personne, on voit qu'il y a tout ça, mais on va le prendre. Puis la personne, ça fait 3 ans, il sait que s'il quitte, il va devoir trouver un autre logement qui va payer encore plus cher. Donc, cette personne-là ne veut pas quitter ton logement. Donc, c'est pour ça que je dis au premier acheteur, lorsque tu investis dans l'immobilier, assure-toi que ça soit un 4,5, 5,5, et également que la personne, ça fait longtemps, qui est là dans l'immeuble. Tu comprends? Et ce monde-là, ils vont take care de la propriété. Ils vont quasiment jamais t'appeler. S'ils t'appellent, c'est qu'il y a un problème majeur dans la propriété, puis ils ont vraiment besoin de toi, là. Ou sinon, ils vont pas t'appeler à tous les jours, là. Yes. Fait que pour moi, c'est vraiment ces secteurs-là. Montréal, pour y habiter, c'est parfait. Mais lorsque tu essaies d'avoir un cash flow positif, C'est négatif. Négatif. Ouais. Ou bien, si tu veux avoir un cash flow positif, dans ce cas-là, tu dois aller dans les 8 plex, dans les 6 plex, 8 plex. Ça te coûte quasiment 1 million, mais tu sais qu'il y a un bon revenu qui rentre avec ça, là. Ouais. Ça, c'est mon point de vue. Ouais. J'avais une autre question pour toi. Yes. Là, ça, on a parlé de condos, plex et tout. Quel type de propriété que tu trouves qui serait bon pour un premier acheteur? Pour un premier acheteur, OK, comment qu'on va... Tu sais, je sectionne ou je segmente toujours avec, premièrement, le budget. Même si que, tu sais, une grande famille, je sais pas moi, un couple avec 4 enfants, on va dire. On peut pas le rentrer dans un condo. Il y aura pas 4 chambres. Oui, ça peut être un plex, mais même là, encore là, c'est de voir est-ce qu'il veut avoir des voisins, est-ce qu'il va avoir la tranquillité, est-ce qu'il va avoir plus d'espace pour l'enfant. Fait que c'est tout ce côté-là, je pense, d'habitude que tu fais déjà pour moi. Pour mes clients, c'est de déjà bien cerner comme, OK, what's the best situation? Mais l'affaire, c'est que même si on dit qu'on trouve finalement, c'est une maison, des fois, c'est le budget, est-ce qu'ils le permettent ou ils ne permettent pas. Fait que c'est ça le coin truqué. Et une fois qu'on a déterminé le budget, bien, c'est là de se dire que, OK, on peut emprunter 400 000. Avec 400 000 qu'on peut emprunter, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Fait que très souvent, je vais dire à mes clients, si vous êtes du côté que ça ne vous dérange pas, un tout petit peu de management, mais que vous aimeriez que ça soit justement un côté, que ta propriété, et non seulement un côté que tu habites pour toi-même, mais qu'il y a un côté aussi investissement qui va agrandir justement la valeur nette à toi ou agrandir la patrimoine, c'est d'aller avec un plex parce que tu habites sur une, tu as 2 unités que tu peux avoir en loyer. Le loyer va venir t'aider à payer les paiements hypothécaires. Ça l'arrive. Puis j'ai des exemples concrets que ça va arriver que la personne qui va acheter un triplex, qui est correcte avec la grandeur qu'il va avoir de son unité, avec le loyer qu'il va avoir, finalement, le paiement qu'il aura à donner à la fin avec tous ces revenus-là va être moindre que s'il prend une maison. Exactement. Fait que ceux qui vont avoir la chance, qui sont capables, qui sont corrects avec un peu de management, c'est bon d'aller avec un plex. OK. Puis ceux qui, après le calcul, ce n'est pas possible parce que, tu sais, on parle d'une maison, on va dire 450, 500 000 versus le plex que, comme tu dis, duplex est déjà à 580, 600 000 avec un peu de choses à retaper. Quand on parle de chiffres comme ça, juste comme ça, Ouais. un plex à 650 000, c'est quoi le salaire On aurait besoin. qu'on a besoin, à peu près? On va aller façon benchmark, règle de base. Avant COVID, OK? On dit avant COVID, qu'est-ce que je dis là? Non. Durant le COVID, lorsque les taux d'intérêt ont baissé beaucoup, ils sont rendus à 1,45, 1,25 même. Ouais, mais... Versus aujourd'hui, on est dans des moyennes entre 5,5% en moyenne. 5,5. OK? 1,5, 5,5. Bien, juste à cause de cette augmentation-là, la qualification au niveau de la banque est devenue plus difficile. Fait que parce que c'est plus cher l'intérêt, donc ta dette est plus grande lors du paiement hypothécaire. Le paiement hypothécaire est plus grand, tu empruntes moins. Avant, OK, on recommence ça de benchmark. Avant, quelqu'un qui ferait 100 000, lorsqu'il met moins que 20% de mise de fonds, il va emprunter 4,2 fois son montant. Okay. 100 000, il emprunte 420 000.
quand il met moins que 20% de mise de fonds. Aujourd'hui, ce 420 000-là, je m'excuse, avec le même client, est devenu 350. Oh, wow. Donc, de 4,2, on est passé à 3,5. 420 à 350 000. Là. Si on est capable de mettre 20% de mise de fonds, le même 100 000, le même client, 20% de mise de fonds au plus, il empruntait 500 000. Aujourd'hui, on est rendu à 4,5. Donc, tu vois qu'il y a un gap là, en ce moment. Ouais. Avant, quand tu mets moins que 20% de mise de fonds, 420 000 à 350 000. Ici, tu prêtais 500 000, là, tu peux juste en prêter 400. 400. Fait une différence de 100 000. Oui. Si c'est un duplex-triplex, j'aime ça. Dépendant de quelle banque on va utiliser. Il y a des banques que moi-même, je les nomme comme ça, c'est qu'ils ont des programmes pour investisseurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire qu'il y a un programme auquel, s'il y a des loyers, ces banques-là qui ont ces programmes investisseurs-là, sous-entendu, je les nomme comme ça, ils vont permettre de calculer le montant du loyer à 80-90%. J'ai une question par la suite par rapport à ça. Oui. OK, vas-y. Continue. Fait 80-90. Alors que la façon benchmark, la façon régulière que les banques qui calculent, là, c'est un loyer. Exemple, quadruplex, 1000, puis tu en habites une. Fait que c'est 3 000 de loyer par mois. Là. Mais les 3 000 là, de loyer, aux yeux de beaucoup de clients, ils disent, ben bon, 3 000, ils couvrent mon montant. Fait que ma dette est entièrement payée. Exactement. Fait que j'ai pas de dette. C'est face. On démystifie aujourd'hui, j'aime ça. On démystifie, c'est que au niveau de la banque, ils ont toujours leur risk assessment. Ils doivent calculer aussi pour leur risque. Ils doivent penser qu'il va y avoir des moments potentiels auxquels le client, il n'y aura plus de locataire. Peut-être qu'il a quitté, ainsi de suite. Et c'est la raison pourquoi la façon benchmark, ils calculent seulement ce loyer-là à 50%. OK. Fait que si tu reçois 3 000 de loyer, 2 000 toutes tes dépenses de ce côté-là, puis tu es supposé d'avoir 1 000 de profit, disons en cash flow, mais maintenant que c'est calculé à 50%, tu auras 1 500 versus 2 000. Donc, tu auras toujours une dette qui va traîner lors de la qualification. OK. Bon, exactement. Là, j'ai une question. Ça, c'est la dernière question avant qu'on termine. Déjà? Donc, c'est ça. Là, tu parles de qualification des banques et tout. Puis, qu'est-ce que moi, je comprends pas? Pourquoi qu'il y a des banques qui calculent différemment, comme tu l'as mentionné, par rapport au logement et même par rapport aux allocations familiales également? Super. Toutes les banques sont différentes. Toutes les banques qui ont leur propre façon de faire. Il y a des similarités. Ça, c'est certain. Même, je veux dire, comme toute chose, comme toute profession, ou même nous autres, courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers, on a la même profession, mais que des fois, on se spécialise dans un secteur, on spécialise avec des investisseurs, avec des premiers acheteurs. Donc, il y a toutes sortes de spécialisations. Les banques, on peut les qualifier de cette manière-là. Ils ont leur spécialisation. Il y en a qui c'est plus facile pour eux de faire pour des investisseurs. Il y en a qu'ils prennent moins de risques. Un plex, il emprunte moins, mais qu'au niveau, par exemple, du côté pour un propriétaire occupant, bien, il offre des offres qui sont meilleures. Il peut avoir des taux d'intérêt plus bas, plus hauts. Qu'est-ce que je vois très souvent, qu'on voit, c'est que ce qui est très logique aussi, c'est que la banque, plus qu'ils ont de risques à prendre, plus le taux d'intérêt va être plus haut. L'autre côté, c'est moins qu'il y a de risques, mais plus bas va être le taux d'intérêt. Ça reste pas mal toujours vrai. Fait que quand on y va avec, comme tantôt on avait dit, une banque qui ont comme des programmes à investisseurs, il ne prend plus 50% du loyer, mais il en prend 80%. Exactement. Mais là, c'est sûr que on sait pourquoi que quand on fait une comparaison, hey, le taux d'intérêt est plus haut. Oui, mais tu en as besoin de ce programme-là. Sans ce programme-là, tu ne qualifies pas. Fait que tu as besoin d'aller là. Mais finalement, les chiffres au total, parce que tu as eu des loyers, parce que tu as acheté un plex au lieu d'une maison, tes chiffres reviennent meilleurs quand même. Même si ton taux d'intérêt est un tout petit peu plus haut. Puis il t'a aidé à réaliser le projet. Fait que les banques, pourquoi ils ne prennent pas d'allocation familiale? Pourquoi que des fois ils calculent à 80-50? C'est juste une question qui sont toutes différentes. Donc, deux choses. Une, le client, ton client, mon client, il peut aller voir les banques une par une elles-mêmes puis dire, j'ai compris comment ils fonctionnent, je sais c'est comment, puis il va avec la banque qui réussit. L'avantage qu'il y a, c'est le fait que tu connais exactement comment les banques calculent, on va dire, l'hypothèque chacune et des tout. banques. Exactement. Donc, c'est pour ça que le client doit te contacter directement
pour bénéficier de tout ça. Voir l'image complète. Exactement. Parce que là, il va savoir lequel qu'il va pouvoir approuver. On espère que tous les dossiers, toutes les banques, toutes les 12 banques peuvent l'avoir. Pourquoi 12? Comme vous le savez, il n'y a pas juste les grandes banques retail qu'on connaît. Là. Quand on parle retail, c'est BCTD, Ouais. National, Desjardins. Desjardins, Scotia, on les nomme toutes. Puis on a des banques virtuelles, un mot qui est un peu péjoratif, mais c'est vraiment une banque, on l'appelle virtuelle, tu sais, on peut le définir parce que c'est vraiment de l'hypothèque. C'est juste ça, leur Exactement. stream of income. Seulement Tu sais, ils ne font pas de daily banking, ils ne vont pas vous vendre de l'assurance, ils ne vont pas avoir assurance de dommages ou whatever on the side. C'est de l'hypothèque. Mais qu'est-ce qu'on voit souvent, c'est que ils peuvent même des fois être plus sévères. Ouais, mais ils sont en plus sévères. trade-off, des fois, ils ont des meilleures conditions qu'une retail bank. Donc, on a l'image complète de ça. Oui. Fait que quand que je fais le dossier pour le client, on compare déjà pour savoir lequel qui fit le mieux. Le produit, pas juste le taux, c'est le produit. le produit également. Et au-delà de ça, ce que je spécialise aussi, comme que tu aimes beaucoup aussi du côté investissement, c'est que tu structures quelque chose. Tu veux structurer pour que, tu veux un cheminement auquel que tu vas apporter le client à acheter une 5e, 6e, 7e propriété par après. C'est là qu'on veut commencer aujourd'hui pour setter le premier à la bonne banque. Si le premier c'était bien à la bonne, le deuxième c'était bien à la bonne, ton 3, 4, 5 après, il va être facile. Si tu ne settes pas à la bonne le premier, ou bien tu veux toujours demeurer dans une seule, le risk exposure est trop grand, des fois, avec la même banque, ils ne vont pas pouvoir te permettre d'aller plus loin. Donc, c'est ce côté-là que la grande valeur ajoutée que je pourrais apporter, que les courtiers hypothécaires pourraient apporter, c'est que au-delà de seulement une propriété, lorsque c'est investissement, je me spécialise également sur on y va plus loin. Une image qui est plus complète. Yes. Je pense que tu as tout dit là. Donc, merci énormément d'être venu. Merci à toi, bro. Merci pour l'invitation. Si toi, tu écoutes présentement et tu veux investir dans l'immobilier, tu es un premier acheteur ou bien tu as déjà une propriété et tu veux bâtir ton parc immobilier, contacte M. Cash. Quel numéro encore? 438-932-9998. Yes. Ciao, ciao.